Plusieurs invités sur ce plateau. D'abord, Joshua Ozi. Joshua Ozi est vice-président du SDF et également quelqu'un qui connaît bien cette question du rail, puisqu'il a travaillé un peu sur ce dossier-là. Bonjour Joshua Ozi. Bonjour Alain Foucault. Juste à côté, Cabral Libi. Cabral Libi qui est chroniqueur, journaliste, professeur de droit. Non, pas professeur, je ne suis encore qu'enseignant moniteur. Enseignant moniteur de je droit. ne suis même pas encore assistant. Et déjà, beaucoup vous voient dans la politique. Oui, mais simplement parce que j'ai lancé une opération citoyenne d'inscription de 11 millions de personnes sur les listes électorales pour les échéances de 2018. Il y en a 4 quand même. Bienvenue en tout cas. Merci beaucoup. Et puis, Maître Dissaké qui est sur ce plateau un peu comme une victime, puisque jusqu'à présent, son épouse n'a pas été retrouvée dans cet accident de train. Bonjour, maître. Bonjour, monsieur Foucault. Monsieur Motin est l'avocat du collectif des victimes. C'est bien ça, l'avocat du collectif de défense des victimes. Je voudrais préciser que je suis le porte-parole du collectif des avocats dirigé par Maître Fouss. Parce qu'il y en a plusieurs. Il vaut mieux ne pas faire d'amalgame. Merci en tout cas d'être là. Alors j'ai envie de commencer en posant la question directement à Maître Dissaké. Est-ce que vous avez des nouvelles de votre femme à cette date, plus de 8 mois après? Monsieur Foucault, je n'ai aucune nouvelle. Je n'ai aucune nouvelle de mon épouse. Mais que vous disent les autorités qui ont entrepris la recherche? J'ai saisi, et je saisis toujours, parce que non, pas plus tard qu'avant-hier, j'ai adressé une correspondance au ministre de l'administration territoriale, chargé de la décentralisation, lui demandant qu'au point où on en est 8 mois après, sans aucune information sur ma femme, de voir si le Cameroun n'a pas de convention avec des pays étrangers sur l'assistance humanitaire pour les aider à faire des recherches approfondies. Et je n'ai toujours pas, au niveau du gouvernement, des informations, même pas un point pour me dire où est-ce qu'ils en sont avec les recherches, puisque j'ai déjà saisi tout le monde. Le Premier ministre a été saisi, il m'a rencontré, j'étais à son bureau avec des collaborateurs, je lui ai expliqué en lui disant que non, 8 mois après, ça c'était au mois d'avril, la zone des ECA n'est plus la seule zone qu'il faut explorer. Et je lui ai dit que l'État des compétences, notamment la gendarmerie, qui a des services partout dans la République, qu'on étende les recherches hors de la zone. Mais certains ont pu dire, et je pense qu'ils vous l'ont dit aussi, qu'ils n'étaient pas certains que votre épouse soit dans ce train. Non, ça c'est des affabulations. J'ai ici le manifeste. J'ai tout un dossier là-dessus. Hein. Le manifeste de ce fameux train. Oui. J'ai le manifeste que Camraï m'a adressé. Quand cette affaire a commencé, je leur ai adressé plusieurs sommations. Ils m'ont adressé le manifeste où il apparaît que mon épouse était là sous le nom de Nangué. Elle était sur le siège 54 et dans le wagon 1321. Ça, il ne fait plus de doute là-dessus. Ce sont des affabulations. Je l'ai ici. Bon. Alors, que vous dit Camraï? Bon, Camraï disent que, en fait, ils ne font rien, il faut le dire, puisque j'ai été très sévère même envers leur ancien directeur qui vient de partir, à qui j'avais dit purement et simplement que s'il avait la personnalité, il aurait dû démissionner de Camraï. Parce que c'est pas la peine de chercher le document, oui, on le prendra après. Oui, il existe. Il Alors, existe. donc Camraï vous dit, on essaie de retrouver l'époux? Oui, à l'époque, mais aujourd'hui, ils se retranchent. J'ai eu une de leurs correspondances hier, parce que quand le gouvernement a sorti son communiqué il y a quelques semaines, et où il était silencieux sur les décédés et les disparus, j'ai réagi et il disait que Camraï est le responsable principal de la catastrophe. J'ai réagi immédiatement. J'ai dit à Camraï que je prends acte de ce que le gouvernement dit que c'est vous le principal. Puisque ce rapport incrimine Camraï sur plusieurs points. Et que si on a des recherches à faire, qu'on s'adresse à vous. C'est ce que je leur ai écrit au nouveau directeur. Et qu'est-ce qui vous a été répondu?
Pour le moment, ils n'ont pas réagi, mais dans la même logique, comme j'ai eu un choc à l'œil gauche et que j'ai été traité par les médecins de l'hôpital militaire, les médecins des armées, je leur ai demandé de me rembourser les menus frais que ça voulait. Ils m'ont donc répondu en me disant que non, je ne suis pas une victime directe. Ensuite, ils me disent que nous avons saisi le ministre de l'administration territoriale pour compétence. Je suis en train de leur préparer une correspondance pour leur dire que tout ça, c'est de fuite en avant et que je ne les lâcherai pas. Alors, Maître Motin, y a-t-il d'autres disparus que vous avez identifiés? Heureusement. Heureusement, en écoutant M. Dissaquet, je me rends compte que nous sommes bien lotis parce qu'on n'a pas de disparus. Ça aurait été une situation particulière à gérer. Nous avons 66 victimes et familles de victimes, parmi lesquelles 6 morts et 55 blessés, donc 61 familles au total. On n'a heureusement pas de disparus parce que la situation n'est pas reluisante. Alors, quand vous dites ce nombre-là, on se dit combien y a-t-il eu de victimes véritablement dans ce train-là? Parce que le débat sur le nombre de morts continue d'exister. Je voudrais bien pouvoir vous donner le nombre de victimes, mais il se trouve qu'à la réalité, notamment pour les morts, chaque famille pleure son mort dans le silence de sa maison. Et il est donc difficile d'arriver à dire qu'il y avait tel nombre de morts. C'est vrai que oui, mais sachant qu'il existe un collectif d'avocats qui défend ces familles-là, pensez-vous qu'il puisse y avoir une famille qui décide de ne pas parler de son mort, de ne pas se rapprocher de vous? Je vous ai indiqué qu'il n'y a pas que nous. Donc, une famille peut n'être pas venue vers nous et être allée vers les autres. Donc, nous ne pouvons vous parler que de ce que nous savons. Et vous en avez une 60aine? Tout à fait. Donc, mais à l'entame de cet incident, nous avons commis également quelques experts et détectives pour faire quelques recherches. Et sur la foi des éléments que nous avions, nous pensions jusque-là qu'il y a eu plus de morts que la version officielle ne l'a dit. Mais nous n'avons pas d'éléments pour pouvoir le prouver, d'éléments consubstantiels. Alors, avant de revenir sur les causes et puis sur la gestion de l'après-enquête, Joshua Ozi, par hasard, vous étiez dans cette zone le jour où s'est déroulé cet incident, cette tragédie. Est-ce que vous en savez davantage sur ce qui est fait pour les victimes aujourd'hui? Puisqu'il y a un rapport d'enquête qui met directement en cause Cam Rai. On les avait invités sur ce plateau, ils nous avaient promis d'être là. Jusqu'à il y a quelques minutes, on croyait qu'ils seraient là, mais on a reçu un SMS qui disait qu'ils ne pouvaient plus participer à cette émission. On le déplore, parce qu'on aurait voulu les avoir enfin sur ce plateau. On a fait beaucoup d'appels. Vous qui êtes de la place, qui êtes député à l'Assemblée, qui vivez cela, qu'est-ce qui est fait très concrètement? Je dirais malheureusement pas grand-chose. J'aimerais juste revenir sur le nombre de victimes pour dire peut-être l'information importante pour les auditeurs et téléspectateurs, c'est de savoir qu'on ne sait pas combien de passagers il y avait à bord de ce train. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Ce qu'on sait, c'est qu'il était surchargé. Il était surchargé et parce qu'on a admis beaucoup de passagers sans billets au départ de Yaoundé. Donc c'est une précision importante parce que toute la problématique du nombre de victimes de cet accident vient du fait qu'on ne sait pas combien de passagers sont effectivement partis de Yaoundé. Parce que ce qu'ils ont retenu, c'est de vendre des billets sur le trajet. Sur le trajet. Sachant que les ECA, c'est au début du trajet, plus ou moins. Ils n'avaient pas encore vendu la totalité. Et donc, on a trouvé ce jour-là sur le site plusieurs personnes qui avaient ce souci-là. Ils ont dit, je suis blessé, j'ai ma maman qui est blessée, qu'est-ce que je fais? Est-ce que vous pouvez me conseiller? Parce que je n'ai pas de ticket. Donc, je disais, il fallait prendre des photos, il fallait essayer de faire tout ce qui peut laisser trace et même aller faire une déposition au niveau du commissariat de la gare, des ECA, pour dire que vous étiez effectivement dans le train avant de partir, que c'est très important. Mais non, sur ce qui est fait pour les victimes, malheureusement, pas grand-chose. Il y a eu quelques mesures juste après l'accident. Au niveau des hôpitaux, etc. Il y a eu, pour les obsèques, je sais que Cam Rai a communiqué là-dessus, qu'ils ont donné un certain montant forfaitaire pour pouvoir permettre aux familles d'organiser les obsèques, etc. Mais maintenant, pour aller plus loin, pour l'accompagnement même de ces... Je sais qu'au niveau de l'hôpital de Douala, moi-même et certains de mes collègues étant aller visiter les victimes de l'accident à l'hôpital à Quintini. Il y avait une cellule
d'écoute qui avait été mise sur pied par les autorités sanitaires locales et non pas par la Camraï. Et donc je sais qu'il y a des choses qui ont été faites, mais au fait, on n'est pas encore entré au fond même de ce qui devrait être. Alors, il y a un rapport d'enquête quand même qui est publié, qui a été commandé par le président de la République, où Camraï est directement... Alors, j'aimerais juste dire que le rapport d'enquête n'a pas été publié. Le rapport d'enquête n'est connu que de celui qui l'a commandé. Il y a eu un communiqué qui nous informe que ce rapport d'enquête a été transmis à la personne qui l'a commandé et nous a donné quelques grandes lignes de ce rapport d'enquête. Mais il n'a pas encore été publié. Mais il ressort quand même de ces grandes lignes-là une responsabilité claire de Camraï. Est-ce que c'est une façon pour l'État de se défausser, Cabral Libye? On sait quand même que Camraï, c'est une entreprise qui est gérée tout à fait à part. Est-ce que l'État avait une responsabilité dans cet accident, selon vous? Alors, j'aime bien cette question parce que pour moi, elle se situe effectivement dans celle que vous avez posée à Joshua. Quand il y a eu une catastrophe comme celle-là, il faut effectivement se demander ce qu'on a fait pour les victimes, et ça rejoint la situation de Maître Dissaké. Et qu'est-ce que l'État fait pour qu'il n'y ait plus de victimes? Alors, il faut qu'on se comprenne bien. L'accident a eu lieu le 21 octobre. 4 jours plus tard, le 25 octobre, le président signe un décret qui crée la commission d'enquête, dont le contenu, les mentions, les dispositions précisaient bien que le temps imparti à la commission était de 30 jours. Donc, on suppose que le 30 novembre, ou plus tard, en fait, la presse d'ailleurs avait communiqué là-dessus, donc un mois plus tard, le rapport était donné au président de la République. Alors, lui, il a attendu, vous faites vous-même le compte, 7 mois. Non pas pour publier le dit rapport que lui, il a reçu 30 jours. Après qu'il ait commis la commission, il publie non pas le rapport, comme le disait honorable Joshua aussi, mais plutôt un commentaire du rapport. Et un commentaire du rapport qui contient donc un certain nombre d'éléments. Et moi, j'aime revenir mais très rapidement sur les différents points. Il était demandé à la commission d'enquête de nous dire les causes de l'accident. Sur les commentaires publiés par le président de la République, rien de nouveau. Nous tous, nous savions déjà au soir de l'accident que les causes immédiates, c'était la vétusté des voitures, et tout le monde comprend pourquoi ils sont allés ramasser je ne sais plus où. On va en parler parce que là-dessus, il y a également des choses. Oui, mais les causes lointaines, ce qui nous intéresse, et ça rejoint dans votre question, les causes lointaines de l'accident, elles sont connues. C'est une concession foireuse. Et là, dans la façon dont cette concession d'abord a été faite, la façon dont elle a été menée, et toutes les récriminations qui ont été portées, toutes les dénonciations qui ont été faites, l'État n'a jamais écouté. Parce qu'on sait très bien que c'est un réseau de corruption qui gouverne cette affaire. Maintenant que ça se fait, on nous dit Camraï. D'accord, c'était le deuxième point, parce qu'il fallait établir les responsabilités de l'accident. Oui, c'est Camraï, parce que Camraï n'a pas refait le rail, parce que Camraï n'a pas acheté. Et puis après tout, parce wagons. que ce n'est pas l'État qui est allé demander, aller forcer la main à Camraï de surcharger ses trains ou de ne pas entretenir ses trains. On est d'accord, c'est-à-dire le responsable, en partie, c'est évidemment Camraï. C'est pour ça que moi je vous dis, qu'est-ce qu'on attendait du commentaire du président? Ce n'était pas de revenir dans les lieux communs. Nous, mais il faut avoir juste un peu de jugeote pour savoir que une entreprise qui est concessionnaire d'un service public est forcément responsable soit de la négligence, soit de l'autre. Mais il y a une responsabilité de l'État. Parce que la concession, elle a des clauses. Et l'une de ces clauses, ou certaines de ces clauses, établissent clairement le rôle que l'État doit jouer, ne serait-ce que le rôle de contrôle. Une concession, elle est contrôlée dans un pays. Et il y a toute une commission qui a été créée, interministérielle, qui contrôle. Même l'achat des wagons, il y a toujours des fonctionnaires camerounais qui sont dans la délégation qui va acheter les wagons. On va parler de cet aspect. Et qui sont même achetés par l'État, parce que on fait l'affichage de Camraï, mais en fait c'est l'État, selon les clauses de la concession. C'est l'État qui est propriétaire des wagons. J'attendais du commentaire du président qu'il nous dise quel est le niveau de responsabilité de nos propres compatriotes qui devaient contrôler cette concession qui est gérée par une entreprise française. Parlons d'abord des victimes. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une procédure pour l'indemnisation des victimes, Maître Moteng? Oui, je serais obligé d'aller par plusieurs séquences, en plusieurs séquences pour vous indiquer que sur les victimes que je vous ai indiquées, Camraï et nous avons entamé des négociations, notamment sur 5 familles de victimes. 5 familles de victimes. Pourquoi seulement 5? Décédées.
Je vous disais que je vous indiquais par séquence. Il y en a en fait 6 de familles de personnes décédées. Nous attendons. Donc vous avez la charge. Dont nous avons la charge, notre collectif. Alors, nous avons entamé des discussions avec Amraï, dont les bases de la discussion pour le début ne nous satisfaisaient pas. Nous sommes repartis sur des nouvelles orientations parce que nous avons fait des recherches à l'échelle internationale. Vous savez tous que, d'un point de vue camerounais, il n'a pas été légiféré sur la question. Et que le code de CIMA, lui, exclut de façon explicite, en son article 205, la matière ferroviaire du champ des réparations des assurances. Le code CIMA étant le code des assurances. Étant bien le code des assurances, vous faites bien de le préciser. Donc, il était question que, dans les recherches que nous faisons, que nous puissions apporter de la matière pour pouvoir trouver des bases d'indemnisation. Naturellement, Camra était venu avec des éléments qui ne nous semblaient pas pouvoir aller vers la réparation intégrale. Précisons en même temps qu'on ne peut pas remplacer la vie humaine. Donc nous avons entamé des négociations avec Camra sur 5 dossiers, ça c'est une information que je vous donne. Nous avons déjà obtenu les homologations au niveau du tribunal de première instance, mais comme il y a des mineurs, il faut également qu'il y ait des homologations au niveau du tribunal de grande instance. Malheureusement, je ne sais pas si on peut dire heureusement aussi, mais pour nous c'est malheureusement, il y a eu des mouvements à la magistrature. Alors, les magistrats qui avaient en charge le dossier ont systématiquement renvoyé. Donc au bout d'aujourd'hui, j'aurais pu vous dire qu'on a bouclé avec ces. Si je comprends bien, cela veut dire que vous faites ça totalement en marge et qu'il n'y a même pas un accompagnement des pouvoirs publics pour indemniser ces victimes-là. Mais naturellement, le responsable pour nous, c'est Camraï en l'état actuel. Ça, c'est sous réserve de ce que la justice dira. Parce que justement, j'allais vous dire dans la prochaine séquence que nous avons encore des victimes qui, elles, préfèrent ne point négocier, veulent que le droit soit dit. Et avec ces victimes, nous avons introduit une procédure, vous devez certainement le savoir, depuis le 2 novembre auprès des tribunaux de premier grand instant des ECA. Cette procédure pour ces victimes-là va aller jusqu'à son aboutissement. Maintenant, il reste qu'il y a des victimes blessées. Et nous n'avons pas encore entamé des négociations pour elles. On les commence à peine parce qu'il était question pour nous d'abord d'aller étape par étape en fonction de la gravité de la situation. C'est vous dire que c'est plusieurs paliers. Cela veut dire que ce sont les victimes qui viennent, qui vous saisissent en réalité. Forcément, nous sommes des avocats, il faut que les victimes viennent vers nous. Nous ne pouvons pas aller vers les victimes, autrement on n'est pas dans notre serment. Alors, excusez-moi, Oui, vous savez, chaque fois qu'on évoque la question de la responsabilité de Camraï, alors, qu'espériez-vous quand vous achetez un ticket de transport? Vraiment, je parle sur le contrôle des avocats. Quand vous achetez un ticket de transport pour voyager par bus ou par train, c'est un contrat de transport. Dès qu'il est établi que l'accident est survenu du fait de celui qui vous transporte, il est automatiquement responsable. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'une commission d'enquête. Tout à fait. Pour ça, c'est-à-dire que c'est évident. C'est pour ça que je vous dis que lorsque le président de la République prend 7 mois pour venir me dire ce que je savais, que lorsque les freins lâchent dans un wagon, c'est forcément celui qui doit entretenir ce wagon, surtout qu'il est établi que ce n'était pas un lâchage, je ne sais pas si je dois employer le terme comme ça, spontané. C'est qu'il y a des gens déjà qui avaient fait des observations sur ces wagons en disant qu'ils étaient déficients. Donc, en connaissance de cause, on a laissé une surcharge se faire sur des wagons dont on savait très bien qu'ils présentaient des risques de cette nature. C'est évident. Mais ça va au-delà. C'est-à-dire que ce que j'essaye de dire ici, et Maître lui, il fait du droit privé, c'est que cette concession, elle est mauvaise depuis le début, depuis des années. Les politiques crient. On va parler de la concession à proprement parler dans la seconde partie. On attend une commission d'enquête pendant 7 mois pour venir nous dire que c'est Camraï. On ne dit pas un seul mot sur les responsables institutionnels qui devaient surveiller. On va en parler dans la seconde partie de ce débat. J'ai envie que vous nous expliquiez si on vous prend aujourd'hui pour une victime. C'est-à-dire s'il y a une procédure telle que Camraï vous considère comme quelqu'un avec qui on doit peut-être négocier ou en tout cas parler pour une indemnisation. Bon, il faut vous dire ceci. D'abord, j'ai des avocats aussi, Maître Vunkenfrou et Tougoua, qui s'occupent de ce dossier, à qui j'ai donné tous les pouvoirs de négocier en quoi que ce soit. Ce qui est certain, en ce qui me concerne, il n'est pas question de parler de dommages intérêts, de dommages de quelque pays que ce soit en ce moment. Moi, j'attends voir ma femme. Si elle est vivante, qu'on la recherche. Si elle est décédée, qu'on me donne son corps. C'est ce que je veux d'abord. Les indemnisations avec tout l'argent dont on parle. Mais au plus profond de vous-même, vous vous dites qu'elle est décédée. Non.
Non? Non, parce que nous avons les écrits du ministère de la Santé qui a écrit à Cambrai, qui m'a envoyé la lettre, disant que des recherches faites dans des hôpitaux publics et privés, ils ne peuvent donner aucune information sur la situation de Maître Dissaké, la notaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas trouvé blessé, on n'a pas trouvé décédé, on ne l'a pas trouvé dans une morgue. C'est de ça qu'il s'agit. Et Oui, mesdames, officiellement, il n'y a pas de disparu. Et officiellement, il n'y a pas de disparu. Voilà. Mais pour vous-même, est-ce que vous avez entrepris une recherche sur les lieux même de la Oui, mort? dès le 21, puisque la famille est descendue à Ezeka, venant de Douala, le 21 au soir, ma belle-sœur est arrivée. Elle a regardé dans tous les modestes centres hospitaliers qu'il y a dans le coin et dans la morgue, là où on avait exposé les corps. Elle n'a pas vu le corps de sa sœur. Alors, moi, je me suis retrouvé à la gare samedi matin, où sont arrivés les blessés et tout ça. Bon, on avait emballé les corps. Mais la famille s'est abattue dans les hôpitaux. S'est rabattue dans les hôpitaux de Douala et de Yaoundé. Mais certains ont pu dire que le corps pouvait être enseveli dans les décombres du train, qui se trouve être encore sur place. Il y a une rumeur que nous ne pouvons pas confirmer ni quoi que ce soit, qui a circulé qu'on aurait enterré des gens à Ezeka. Mais les autorités, à mon niveau, me disent que non, cette opération n'a pas pu se faire. Mais la carcasse du train est encore sur place? Bon, je ne sais pas si à ce jour, après les enquêtes, on a enlevé. C'était le wagon de première classe, un wagon qui est tombé à la gare, sur le terre-plein. Elle n'était pas en deuxième classe. Mais comment vous expliquez alors que sa dépouille ne puisse pas être là, ou qu'elle ne puisse pas être trouvable? C'est la question que je pose aux autorités. Mais vous avez une petite idée peut-être, non? Mais je n'en ai aucune. Je peux imaginer aujourd'hui peut-être qu'il y a eu enlèvement, ou d'elle-même vivante, ou de son corps. Mais j'ai du mal à imaginer qu'on a pris son corps quelque part pour amener où. Vous lui avez parlé avant qu'elle monte dans le train? Oui, je l'ai accompagnée à la gare. On s'est dit au revoir, comme ça arrive à toute personne. Je l'ai accompagnée avec des amis, parce qu'elle était avec une amie libérienne et sa fille qui ont dormi à la maison. Ils ont voyagé à 3. Or, ce couple, cette famille-là, les deux personnes sont sorties, pas indemnes, mais avec des traumatismes divers. La dame, elle est à Douala, sa fille qui devait voyager, elle est aux États-Unis. Mais jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas pu nous donner elle-même des informations nous permettant de dire que mon épouse était ici. Je voyais Maître Moteng vouloir réagir lorsque Maître Dissaké évoquait les derniers moments avec son épouse et le fait que l'on n'ait jamais pu la retrouver. Que vouliez-vous dire? Oui, je suis embêté parce que Maître Dissaké vient de faire une révélation, je ne sais pas si c'en est vraiment une, en nous indiquant que son épouse était quand même accompagnée de 2 personnes. Alors, si les 2 personnes peuvent tout au moins confirmer que son épouse et elle sont entrées en commun dans le train, ça nous semble un élément suffisant pour qu'on puisse dire qu'il y a disparition. Parce qu'en fait, le droit saisit la disparition dans un sens particulier. C'est quelqu'un dont on est sûr qu'il peut être mort, mais dont on ne retrouve pas le corps. On est bien dans cette impasse-là, on est bien dans cette situation. Alors, il y a eu une catastrophe, il y a eu beaucoup de morts, son épouse n'est pas revenue à la maison, les fortes présomptions pèsent dans le sens de ce qu'elle est morte, puisque le corps n'est pas là. Donc, au moins, à partir de la disparition, on peut avoir un jugement déclaratif de disparition qui a valeur de jugement, qui déclare justement que quelqu'un est mort, qui remplace le jugement d'hérédité à partir de ce moment-là. Donc, je me dis que si ces éléments-là sont avérés, il y a de fortes probabilités qu'on y aille très vite pour que ces personnes soient entendues et que le jugement déclaratif de décès puisse être mis en route. Maître Dissaké. Cher confrère, je crois que vous êtes allé un peu trop dans la besogne. Il y a une législation qui détermine la durée d'absence à partir de laquelle on déclare qu'une personne est décédée. S'il vous plaît. Une disparition n'est pas synonyme de décès en cas de catastrophe. Je suis désolé. C'est pourquoi il y a des spécialistes qui recherchent pendant des années des disparus. Et quand il arrive souvent, par moment, qu'on retrouve des années plus tard. Je ne vous permets pas de dire devant les gens que mon épouse est morte. Je n'ai pas vu son corps. Pour moi, elle est encore vivante. Ne vous substituez pas à ma personne. Je vous en prie, respectez sa mémoire. Chers confrères, je voudrais, au cas où vous aurez été blessé,
tout de suite vous dire que ce n'était pas à mon intention, mais à l'intention des spectateurs qui nous regardent, il est bon que je précise que le régime de l'absence et le régime de la disparition sont deux régimes distincts. On parle de quelqu'un qui est absent lorsqu'il ne s'est pas représenté à son domicile et dont rien ne permet de savoir s'il est mort ou pas. Alors qu'on parle du disparu lorsqu'il y a des circonstances qui peuvent laisser penser qu'il est décédé. Je voudrais simplement faire cette précision pour que ce ne soit pas que je suis en train de vous manquer du respect. Alors c'est encore très douloureux. C'est encore très douloureux. On espère en tout cas que vous la retrouverez. Et on va parler de responsabilité. On va parler de responsabilité. Tout le monde a parlé de ce train avec des freins défaillants qui n'étaient pas suffisamment entretenus et qui étaient surchargés. Là tout à l'heure, vous avez dit ces trains ne sont pas achetés par Camrail. C'est Camrail qui les utilise, mais ce n'est pas acheté par Camrail. Qui achète ces trains? Moi, j'ai cru apprendre, en travaillant sur ce dossier, que ce n'était pas l'État camerounais, mais qu'il y avait une instance internationale financière qui achetait ce train. Monsieur Ozi. Bon, écoutez, déjà, j'aimerais dire tout de suite, pour établir plus ou moins les responsabilités, que je suis tout à fait d'accord avec Cabral. Lors de la mise en concession, et c'est une concession, ça veut dire qu'au fait, une concession, on essaye de trouver un opérateur pour faire un travail opérationnel pour le compte de l'État. Okay? Pendant une période déterminée. Donc c'est une mise en concession du chemin de fer camerounais. Il y avait 12 candidats. On a retenu en fin de compte les 2 meilleures offres. Sur les 2 meilleures offres, la commission en place avec le cabinet Coopers & Lybrand a décidé que Comazar était la meilleure offre sur la table. Le gouvernement a demandé qu'on recommence entre les deux. On a repris ça à 3 reprises pour finalement avoir 3 fois le même résultat initial. C'est-à-dire on a même pris des experts de la régie Fercam pour étudier ces offres. Et la régie de chemin de fer du Cameroun. La défunte régie de chemin de fer du Cameroun. À 3 reprises, on est ressorti avec ce résultat sans complaisance que Comazar était la meilleure offre financière, technique et opérationnelle. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait? On remet quand même la concession à Bolloré. Donc c'est une décision politique. On n'a pas donné au meilleur opérateur, on a donné à celui à qui on voulait bien donner. Pourquoi? Il faut aller un peu en arrière. Pourquoi est-ce qu'il fallait absolument privatiser la régie Fercam? Parce que la régie Fercam était devant le plus gros contrat de son histoire. Le transport du pipeline Tchad-Cameroun et de toutes les installations au sud du Tchad, à Doba, pour la société ExxonMobil. C'était le plus gros contrat qu'une société ferroviaire pouvait avoir en Afrique. Donc il fallait absolument mettre cette société entre les mains des copains pour faire main basse sur ce pacte. Oui, mais dans le même temps, quand on regarde, le groupe dont vous parlez est présent dans la plupart des États. Quand je regarde le rapport... Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il est meilleur? Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il est meilleur? Ici devant moi le rapport relatif à cette attribution de cette concession, où les experts étaient unanimes. Ils ont dit, en prenant même une décision politique pour aller vers la deuxième offre, on prend le risque de créer une position dominante de ce groupe dans la chaîne de transport. Le groupe Bolloré. Le groupe Bolloré. Et en plus, on met le groupe Bolloré dans une position dominante avec ses propres concurrents. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Et j'aimerais aller plus loin pour montrer qu'il y a eu manigance dans cette attribution. L'État du Cameroun n'a jamais mis en place, parce que la commission dont on parle, c'est la commission de suivi de la mise en concession. Mais ce que l'État du Cameroun devait faire, d'après ce contrat de concession, c'est de mettre sur pied un organe de contrôle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est comme si vous dites que c'est chaque chauffeur qui est responsable de savoir s'il a un permis de conduire ou pas, s'il roule à la bonne vitesse ou pas. Non. Il n'y a pas de gendarme du rail au Cameroun, c'est-à-dire qu'on a dans l'aviation, vous avez l'autorité de l'aviation civile. Dans tous les pays où vous avez des chemins de fer mis sous concession, comme en Angleterre, il y a une autorité du rail qui
qui fait tous ces contrôles-là. Mais au Cameroun, ce qu'on a fait une direction du rail avec 3 personnes au ministère et on a laissé le contrôle à la Camrail. Et en plus, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est vidé de tous nos experts. Parce que Camrail n'a pas repris les seuls experts qu'on avait. Pourquoi est-ce qu'on n'avait pas un organe réglementaire au niveau, une autorité réglementaire au niveau du rail? Parce que c'était une société d'État. Donc, on n'avait pas besoin de ce double contrôle. Mais moi, j'ai envie de dire, quand on regarde dans la plupart des nations francophones du sud du Sahara, ce groupe est présent dans ces différents secteurs, dont celui du rail, et que pour l'instant, le Cameroun est celui qui accuse cette tragédie. Malheureusement, ce groupe a eu des accidents un peu partout. Ils sont présents, vous le savez très bien. Mais j'aimerais juste dire, quand vous gérez un pays et que vous faites venir des investisseurs étrangers, essayez quand même d'avoir un minimum de regard sur ces investisseurs-là. Aujourd'hui, quand un groupe français vient pour obtenir des concessions dans le chemin de fer en Afrique, posons-nous quand même la question s'ils ont déjà fait ça chez eux. Vous êtes basé à Paris, j'ai jamais vu un train Bolloré en France. J'ai jamais vu un port géré par Bolloré en France. Peut-être qu'il peut, à la hauteur de ce que nous sommes, faire mieux. Et si on lui avait donné celui de France. Moi, je vous dis que voilà les résultats devant moi de l'appel d'offres. On a repris l'appel d'offres 3 fois, à 3 reprises. Ils n'ont pas gagné cet appel d'offres. Il est devant moi. Je déplore que le groupe Bolloré, Camrail, qui avait décidé d'envoyer ici quelqu'un sur ce plateau, ait choisi au dernier moment de ne plus venir parce qu'ils auraient pu répondre à toutes les questions que vous évoquez aujourd'hui. Ce n'est pas le groupe Bolloré que j'accuse, c'est le gouvernement du Cameroun. Le groupe Bolloré... Oui, mais vous mettez en cause aussi la compétence même du groupe. Non. Ce qui est important pour nous ici, c'est la responsabilité du gouvernement. Quand ils vont prendre des gens qui sont incapables de faire quelque chose et ils mettent en concession un volet aussi important de notre pays que les rails, c'est eux qui ont cette responsabilité-là. Mais si on écoute votre logique, et là je vais me tourner vers M. Libi, si on écoute la logique du député Ozi, cela veut dire qu'aujourd'hui, le seul responsable finalement, c'est l'État. Mais bien sûr. Mais M. Foka, si à Noël, vous offrez comme jouet à votre enfant un serpent, vous accuserez le serpent plus tard d'avoir mordu votre enfant? À ce point-là, la comparaison est quand même assez dure. C'est exactement à ce point. La réputation du groupe Bolloré est connue partout en Afrique. Partout, le groupe. C'est un groupe qui ne fait que du bénéfice au détriment du social. Quand vous avez écouté Joshua aussi, vous voyez bien que ça a commencé, la catastrophe qui a eu lieu, excusez-moi maître, la catastrophe qui a eu lieu le 21 octobre 2016 a été programmée ce jour-là. Exactement. Ce jour-là. Comment ça a programmé? Mais parce qu'on a concédé le rail à quelqu'un qui était venu pour faire du transport du fret. D'abord, il était établi. Et d'ailleurs, même par la concession, ça a été établi par les statistiques. 80% du chiffre d'affaires du Transcam, c'était le transport de la marchandise. Il y a un gros contrat qui se profilait à l'horizon. On a concédé à Camrail, on a fait des pieds et des mains pour que Camrail gère ce gros contrat. Ce qui s'est passé, le transport voyageur n'a jamais été une priorité. Je ne vais pas faire un plaidoyer pro domo pour ne pas emprunter un discours à une personnalité camerounaise que vous connaissez, mais j'ai la chance ou la malchance d'être du rail. C'est-à-dire, je suis issu d'une ethnie qui a le rail pour principal moyen de transport. Donc le marasme du transport ferroviaire, je l'ai vécu toute ma vie, en quelque sorte. Nous avons vu le transport voyageur entrer progressivement et méthodiquement en décrépitude. Quand on vous dit que le train va passer à 13h, il arrive à 23h et que personne ne s'en excuse, vous voulez vous plaigner, vous faites ce que vous voulez. Lorsqu'on vous entasse comme on veut dans le rail, et puis par la suite, on a quand même fait quelques améliorations. Après que beaucoup de gens se soient plaints, on a créé des trains intercités. C'est d'ailleurs ce train qui est tombé. Mais à la vérité, ce qui est curieux, c'est que Camrail a reçu 3 avenants. Parce que ça ne s'arrête pas là. Camrail avait des obligations au moment de la concession, des obligations d'investissement. Il y avait même des pourcentages qui étaient établis, c'est-à-dire les montants à investir. Je pense qu'on était parti sur plusieurs dizaines de milliards. Au bout de 5 ans, on devait faire une évaluation en 2000, c'est-à-dire en 2005. Je pense qu'on est parti de 99 pour 2005. En 2005, on établit que Camrail n'a pas respecté
un seul de ses engagements, vous savez ce qu'on fait? C'est qu'on lui donne un avenant. Et vous savez ce qu'on fait dans cet avenant? On plafonne la redevance qu'elle doit reverser à l'État. C'est-à-dire que, alors que son chiffre d'affaires ne fait que monter, alors que Camrail ne respecte pas ses engagements, on plafonne quand même la redevance qu'elle doit verser à l'État. Vous voyez qu'on donne une prime au non-respect des clauses d'une concession en plafonnant la redevance. C'est-à-dire que l'État aurait même pu compenser en disant « Ok, on augmente quand même la part que tu dois nous reverser. » Non, on la baisse et on la plafonne. Alors, plus tard, il y a eu 2 autres avenants comme ça. On a même prolongé, ça devait tenir sur 20 ans. On a même allé au-delà. C'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire que... On a renouvelé le contrat de concession alors qu'il n'était pas arrivé à terme. Alors, vous voulez... Alors, essayez de nous convaincre... Comment c'est Camrail qui est responsable d'une telle incurie? J'aurais voulu que les autorités soient là pour vous convaincre, puisqu'on avait la promesse du gouvernement de nous envoyer un ministre, dont on avait d'ailleurs donné 2 ministres, dont on avait d'ailleurs donné les noms. Finalement, au dernier moment, ben, ils ne sont pas venus, tout comme Camrail qui nous avait promis d'être là pour pouvoir donner des explications, de toute façon, ou en tout cas des réponses aux questions que vous posez. Aujourd'hui, après cet accident, est-ce qu'il y a eu des améliorations? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on a évité on va éviter pour l'avenir ce qui s'est passé il y a quelque temps? Maître Motin. C'est toute mon espérance. J'imagine que c'est la vôtre aussi. Quand nous avons lu le communiqué de la présidence, quelque part, j'ai cru voir que l'administration reconnaît au moins sa faute dans les secours qui auraient pu être donnés aux victimes. Et recommande 8 heures pour la première équipe de secours, c'est beaucoup, c'est énorme, 8 heures. Oui, mais l'hélicoptère arrive quand même avec 3 ministres à son bord, en cravate, costume, pas un seul médecin, pas un seul infirmier, dans un hélicoptère qui part de Yaoundé. Donc, est-ce qu'en matière de sécurité aujourd'hui, on a avancé? Je disais que la Commission recommande au moins que des mesures soient mises en place afin que si jamais on devrait avoir ce genre d'événement, en espérant que personne ne l'ait, que si jamais on devait avoir, que les secours puissent arriver au plus vite. C'est d'ailleurs dans ce sens que nous avons écrit, après ce rapport de la présidence, nous avons écrit aux autorités compétentes pour leur dire que dans les pays développés, notamment comme la France, où le chemin de fer est quand même assez évolué, il y a des mesures qui sont prises. Nous leur avons adressé un certain nombre de mesures qui sont là-bas, en leur demandant éventuellement de les implémenter dans notre pays. Vous l'avez fait auprès de Camrail aussi? Non, non, pas auprès de Camrail. Auprès de l'État. C'est le gouvernement qui a publié le communiqué. Nous avons écrit à la présidente de la République, nous avons écrit au ministre du Transport et nous demeurons en attente. C'est ce que nous avions déjà fait à l'époque quand la commission avait été créée. Dommage qu'il ne soit pas là pour en parler. Maître Dissaké, je sais que c'est un sujet encore douloureux. Avez-vous le sentiment qu'on a tiré des leçons de cette tragédie, tant Camrail que les pouvoirs publics? Vous savez, sans être un politicien, je suis un citoyen camerounais qui observe tout. Les 2 intervenants devant nous ont dit des choses très importantes. Vraiment, en tant que simple citoyen, je ne pense pas que les améliorations souhaitées, c'est pour demain. C'est beaucoup de choses très compliquées. Moi, je voudrais revenir au cas de mon épouse. Je lui ai dit qu'on ne fait pas suffisamment de recherche. J'ai reçu, le Premier ministre m'a reçu, beaucoup de ministres m'ont reçu, mais j'ai le sentiment qu'on ne fait pas suffisamment de recherche. Alors comment doit-on, d'après vous, faire ces recherches-là aujourd'hui? Non, il y a des spécialistes en recherche de personnes disparues en cas de catastrophe. Ça existe. Ce n'est pas forcément à l'étranger. Il peut en avoir au Cameroun. Est-ce qu'on les a consultés? Un gouvernement a quand même, après un tel accident, une telle catastrophe, l'obligation est qu'il y a des Camerounais qui ont disparu, de savoir si localement il y a des gens formés. Et ils le sont. Consulter ces gens. Moi, en tant que citoyen et victime, je dis appeler l'étranger, mais il n'est pas exclu qu'à l'intérieur du territoire national, il y ait des gens qui ne demandent qu'à être outillés pour faire des recherches. Alors, certains ont souvent dit que ni le gouvernement, ni Camrail n'étaient responsables de cet accident en partie, qu'il fallait aussi chercher la responsabilité des institutions financières internationales, notamment la Banque mondiale, qui auraient financé ces trains-là, ces trains chinois.
Vous avez écouté cela? Écoutez, Monsieur Joshua Ozi. je veux même pas commenter cela parce que vous ne pouvez pas dire que parce que la banque vous a prêté de l'argent pour acheter une voiture, que la banque est responsable quand vous avez bu de l'alcool et vous avez tué des gens sur la route. Donc je dis et j'insiste. Mais selon ces personnes, ce serait l'institution qui aurait choisi la compagnie chinoise qui a fabriqué ces trains-là. Écoutez, la fabrication des trains n'était pas le problème. L'origine des trains encore moins. Le problème, et je répète, c'est que dans la concession avec Camrail, l'État du Cameroun n'a pas prévu d'organes régulateurs, comme c'est dans tous les autres secteurs. On a privatisé l'électricité, il y a un régulateur. On a privatisé le téléphone, il y a un régulateur. On est dans l'aérien avec un régulateur. On est sur la route avec un régulateur. Il n'y a pas de régulateur. Le régulateur, c'était le groupe Bolloré. C'était lui-même son propre gendarme. Il n'y a pas de plan de formation. Il faut encore comprendre que tous les experts du ministère des Transports, les experts en rail, ont été absorbés par Camrail. Donc ceux qui avaient autorité, qui comprenaient ce que c'était le rail, sont tous devenus des employés de Bolloré. Donc ne pouvaient plus s'autocritiquer. Et même ceux qui ont voulu parler ont été... Bolloré les a virés dès le départ. Ils sont au quartier aujourd'hui. On les connaît. Ceux qui ont dit que ce qui se passait... Vous savez que... On connaît le scandale de Citrafer voilà. avec Jacques Bimal. Avec Jacques Bimal. Qu'on a réduit à néant avec la complicité de que la l'État. concession, à la signature de la concession, il n'y a pas eu un inventaire du matériel qui est remis? Est-ce que vous savez que, par exemple, pour le transport de passagers, comme Cabral le disait tantôt, Camrail recevait une subvention? C'était subventionné par l'État. Donc, il faut aller voir la responsabilité là où elle est. Le gouvernement du Cameroun Qu'est-ce que je déplore l'absence de Camrail et des pouvoirs publics sur Le gouvernement du Cameroun a privatisé... Tout le monde dira qu'il était déséquilibré le plateau, pourtant on a tout fait pour qu'il soit très équilibré. On a privatisé la régie Faircam pour se faire de l'argent rapidement et donc ils sont responsables. Qui veut se faire de l'argent? C'est cette oligarchie ici à Yaoundé qui a pris ces décisions-là. Bon, alors, monsieur Cabral, le contexte, si tu permets, en fait, je veux dire, c'est vrai que le contexte de privatisation est quelque peu compliqué. C'est-à-dire, on est sous ajustement structurel, on doit décongestionner l'État, on impose le PPP, partenariat public-privé. Donc, il n'y a pas que le rail qui a été privatisé. C'est vrai quand même que compte tenu des perspectives qui se profilaient à l'horizon, l'État aurait pu quand même s'opposer à cette privatisation puisque c'était rentable. Mais je veux revenir à des choses très concrètes parce que le temps tourne vite. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, les trains incriminés ont été sortis de la flotte de Camrail? De toute façon, au jour où nous sommes, le transport voyageur n'a pas encore repris. Et peut-être même pour répondre à votre question, les carcasses sont encore aisées, car je pense qu'on est en train de réfléchir à l'achat de nouveaux wagons. Mais on va bien parler de wagons. Mais je suis sûr que même si vous allez acheter des wagons aujourd'hui à Bombardier au Canada, je crois que c'est là-bas que ça se trouve, le rail que nous avons est impropre même à ce type de wagon. Peut-être même qu'il n'y a que les voitures chinoises qui pouvaient rouler là-dessus. Et là encore, c'est un choix de l'État. L'organigramme du ministère des Travaux publics que j'ai pu consulter, qui date de 2013, vous y trouvez trois grandes directions générales. Et l'une, celle qui est chargée des questions dont nous parlons, c'est la direction des infrastructures. Et quand vous allez dans la direction générale des infrastructures, puisque l'autre direction principale, c'est la direction des études techniques, vous trouvez 6 directions. Et 3 sont consacrées à la route. Sur les 3 autres, il y a une qu'on appelle direction des autres infrastructures. Et c'est là-dedans que vous trouvez la sous-direction des travaux ferroviaires. Ça veut dire que l'État même déjà, dans ses choix d'orientation politique, s'est désengagé du rail. Chose paradoxale parce que curieusement, le Transcam, le rail dont nous parlons, ce n'est pas rien au Cameroun. On a d'abord la ligne, le Transcam 1, c'est 264 km, Yaoundé-Douala, où est survenu l'accident. Et il y a Transcam 2, Yaoundé-Ngaoundéré, plus de 600 km. Et il y a le Transcam 3 qui a disparu, qui est allé à l'ouest. Comment, sur un trajet au sud-ouest, oui, c'était Kumba et autres. Konsamba-Kumba. Comment un tronçon de près de 1000 km peut faire l'objet d'une minoration aussi scandaleuse. Je suis obligé de vous interrompre parce qu'on arrive... Il y a eu même un aménagement institutionnel pour favoriser Bolloré finalement dans cette affaire. Bon, c'est un débat, il n'est pas là pour se défendre. J'aurais bien souhaité qu'il soit là pour se défendre. Bon, peut-être ce coup-là quand même, ça aurait été bien. J'aurais souhaité qu'il soit là pour se défendre. J'espère qu'on organisera encore un débat pour pouvoir en parler parce que le sujet est important, parce qu'il y a eu mort d'homme,
parce que ça concerne des milliers de Camerounais et parce que le monde regarde. Mort et disparition. Mort et disparition. Et Mort et là encore, c'est disparition. un mensonge odieux qu'on pourrait au moins rectifier. Sur la base des éléments que nous avons, ça ne nous coûte rien. C'est juridique de Merci, dire qu'il y a eu au moins un disparu. Merci, monsieur, et puis bon courage à vous, Maître Dissaké, dans cette recherche-là. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour un autre débat africain.